Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Debout la France, vous êtes député de l'Essonne et vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2022. J'en profite pour vous dire, chers auditeurs, chers lecteurs, comme vous avez pu voir, nous sommes dans des nouveaux locaux. Boulevard Voltaire se développe chaque jour davantage. Évidemment, nous comptons sur votre soutien. Merci d'aimer, partager cette vidéo. Merci de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et rappelez-vous, plus nous sommes nombreux, plus notre voix, votre voix, va peser. Parlons maintenant d'actualité de Nicolas Dupont-Aignan, puisque la campagne de vaccination se poursuit, il y a des nouveaux variants, le variant Delta, le variant Lambda, plein de variants font leur apparition. Face à cela, le gouvernement s'engage dans une voie dans laquelle il ne voulait pas s'engager. Il avait déclaré qu'il ne s'engagerait pas, celle du pass sanitaire obligatoire, celle de finalement la création de citoyens de deux catégories différentes, des citoyens, des bons citoyens et des sous-citoyens. Est-ce que c'est vers ça qu'on tend ? D'abord, je remarque que Emmanuel Macron ne peut exister qu'en dressant une partie des Français contre les autres. Si vous regardez depuis le début de son mandat, il y a d'abord eu la question des salariés du privé, des fonctionnaires. Après, il y a eu la question des gilets jaunes, des commerçants, etc. Et puis maintenant, il provoque, il alimente une espèce de conflit terrible entre les vaccinés et les non-vaccinés. Il ne peut gouverner que par la peur. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des défis du pays, majeurs, du déclin du pays, la sécurité, l'immigration massive, la fuite des emplois, la destruction de notre système éducatif. Ça, c'était le préalable. Sur l'affaire du pass sanitaire, je veux être très clair, parce que souvent, les gens croient qu'on ne veut pas les protéger. Le pass sanitaire ne protège personne, ne marche pas. Partout, il a été essayé. Il a été abandonné très vite. En Angleterre, en Israël, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être vacciné, mais transmettre le virus. Et quand je dis ça, les journalistes m'accusent de tous les noms, mais c'est marqué sur Santé publique France, c'est marqué à l'OMS. Deuxièmement, votre passe sanitaire. Non mais j'insiste là-dessus. Je ne veux pas reprendre l'argument de Laurence Ferrari, mais on vous explique que la vaccination freine la transmission. Oui, sans doute. Mais on ne sait pas de combien. Et pas de 12 fois, comme l'a dit l'Institut Pasteur. Parce que ça, c'est un chiffre truqué. En fait, ça serait 3 fois, 2 fois. Personne ne sait. Oui, sans doute, mais pas complètement du tout. Donc vous pouvez avoir un pass sanitaire. On vous dit, vous avez été vacciné, c'est formidable. Vous allez dans un restaurant, dans un avion, vous pouvez transmettre le virus à tout l'avion. Quel est l'intérêt ? La certitude, c'est le test. Vous avez un test, c'est une quasi-certitude, le test PCR, même pas antigénique. Donc, le pass sanitaire me paraît dangereux, au-delà du problème des principes, et vous avez raison, deux catégories de citoyens, toi tu as le droit de faire ça, toi tu n'as pas le droit de faire ça, mais au-delà de ça, je parle d'efficacité. Le pass sanitaire va tromper les gens. Deuxième point, combien de temps dure la protection vaccinale ? À Hong Kong, ils ne croient pas le vaccin. Ils font des tests sérologiques. Donc ça veut dire, vous avez un pass sanitaire, alors on le met pour combien de temps ? Troisièmement, vous pouvez avoir eu le Covid et avoir des anticorps naturels. Au nom de quoi serait-on obligé de vacciner des gens ? Il y en a plus de 5 millions qui ont eu déjà le Covid. Donc, en fait, le pass sanitaire, c'est un gadget pour faire croire aux gens qu'on va les protéger. Je crois qu'il y a deux catégories de choses. Il y a les lieux très clos. Je prends l'exemple un avion. Vous partez en avion pendant 5 heures. Il n'y a qu'une solution, le test PCR. Il n'y a pas d'autre solution. On peut inventer tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'autre solution. Les frontières, j'ai toujours demandé, comme dans beaucoup de pays, qu'il y ait un test et 5 jours après un autre test. De manière à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'entrée. Je veux dire, si on veut être rigoureux, qu'on le soit, mais qu'on n'invente pas des gadgets qui trompent les gens, qui sont des fausses protections. Et puis, il y a quand même un problème de principe. Et vraiment, je le dis, moi, je ne suis pas, contrairement à la caricature qu'on veut faire passer de moi, je ne suis pas un anti-vaccin par principe. Oui, parce que là, on a l'impression que vous dissuadez un petit peu les gens de se faire vacciner. En fait. Non. J'ai dit depuis le départ qu'il n'y avait pas que le vaccin. Il y avait les soins précoces. Il y avait les lits d'hospitalisation, il y avait les frontières. Je reviens sur les frontières, les variants. Vous pouvez vacciner 100% des Français. Si vous ne vaccinez que 10% de l'humanité,
Et c'est curieux, les producteurs de vaccins ne veulent pas faire le brevet gratuit. Vous aurez un variant qui viendra d'un autre pays, et si vous ne contrôlez pas un minimum les frontières, vous pouvez vacciner tout le monde, ça ne changera pas. Bon, premier point. Mais deuxième point, moi sur cette histoire du Covid, je pense faire preuve de bon sens. Je ne dissimule pas mes doutes. Il n'y a pas de vérité absolue. Je dis quoi? Je dis d'abord, il n'y a pas que le vaccin. Il y a les soins précoces, pas de recherche. Il y a les tests, le séquençage, les gestes barrières, les frontières, les lits. Faisons tout correctement, ce qui n'est pas le cas. Deuxième point, je dis, il faut vacciner, oui, peut-être, à bon escient. Une personne fragile, une personne âgée, une personne obèse, une personne, je dis, moi, allez vous vacciner, parce que je n'ai pas le droit, en tant qu'homme politique, de vous faire prendre un risque, même si je ne suis pas convaincu par le vaccin. Allez vous faire vacciner, parce qu'on nous dit que ça protège des formes graves et je n'ai pas de raison de vous faire prendre un risque. En revanche, un jeune de 20 ans qui n'a aucun risque de mourir du Covid, est-ce qu'on a le droit de lui... Il y en a eu des morts de jeunes du Covid. 20 morts, moins que les attentats islamistes. Moins que les attentats islamistes. Donc il n'y a pas de mort du Covid jeune, c'est pas vrai. Donc, est-ce qu'on a le droit, et ça c'est un vrai cas de conscience, est-ce qu'on a le droit d'imposer à une jeunesse un vaccin alors qu'il n'y a pas de risque, et alors qu'on ne connaît pas tout sur le vaccin, qu'il est en phase conditionnelle d'autorisation, que les études seront terminées en fin 2022-2023, et que beaucoup de scientifiques indiquent que la technologie ARN peut avoir des conséquences graves, pas graves, incertaines. Alors, mais j'insiste là-dessus. Est-ce qu'on peut, dans ce pays, avoir une position équilibrée, de bon sens, de réflexion scientifique progressive? Ou est-ce qu'on doit vacciner tout le monde sans prendre en compte le principe de précaution? Voilà la question. C'est le difficile équilibre de principe de précaution et de situation quand même d'urgence. D'urgence, oui. D'ailleurs, il y a cette donnée oui, qu'on a un petit peu oubliée, c'est que là, vous l'avez dit, et je suis assez d'accord avec vous, il y a une opposition entre pro-vaccin et anti-vaccin qui rappelle l'affaire Dreyfus, la guerre civile espagnole. On est dans les grands débats nationaux. Il y a une chose qui a été complètement oubliée, et je pense qu'en tant que personnalité de l'opposition, vous ne l'avez pas oublié, c'est la responsabilité du gouvernement dans la gestion de cette crise, où le gouvernement, il y a eu des procédures judiciaires engagées contre le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de la Santé, Olivier Véran, etc. Et on a l'impression qu'effectivement, avec cette histoire de vaccination, on a oublié l'affaire des masques, on a oublié l'affaire même autour du professeur Raoult. Finalement, on ne sait plus. Est-ce que Raoult est un charlatan? Est-ce que c'est un génie? En fait, finalement, on ne sait plus. Et on a l'impression que l'opinion erre, en fait, et a du mal à se positionner. Nous sommes dans l'instrumentalisation de la peur. Très bon article de Rioufol ce matin dans Le Figaro. Nous sommes dans l'instrumentalisation de la peur, dans la manipulation des masses, alors que face à un défi grave, j'ai une position, en tout cas moi, de prudence, vaccination à bon escient, complément par les soins, palette de solutions et écoute des scientifiques, comparaison. Moi je cherche, je ne dis pas j'ai trouvé, mais ce que fait le gouvernement est grave, parce que pour assurer sa survie, masquer ses failles, les lits de réanimation sont en train d'être fermés là. Voilà la réalité. Des lits, en tout cas, des milliers de lits ont été fermés. Mais continue. Ouais. La fusion de l'hôpital de Nord-Paris va faire 20% de moins de lits. Donc, on est dans un pays où il n'y a plus de liberté de penser, il n'y a plus de liberté de débattre, il n'y a plus de liberté de s'exprimer. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et je dis aux Français qui m'écoutent à travers vous, ne vous laissez pas manipuler. Ça ne veut pas dire que le gouvernement a tort sur tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut vacciner personne, c'est idiot. Est-ce qu'on peut un jour dans notre pays aussi, à un moment, dire il y a une responsabilité individuelle avec son médecin traitant? Le médecin traitant, la médecine de proximité a été évacuée. L'État fait tout. Les médias font tout. Mais vous vous rendez compte où on arrive? Je ne pensais pas, je vais vous dire franchement, je ne pensais pas dans ma vie, un jour, être obligé de me battre pour défendre la liberté des Français. Et dans mon discours de clôture de mes universités de rentrée dimanche dernier, si vous reprenez le discours, j'ai fait toute une partie sur la liberté individuelle. On ne peut plus s'exprimer dans ce pays.
En tout cas, politiquement, l'occasion est venue de changer, puisque ça n'a échappé à personne, mais au printemps prochain aura lieu l'élection présidentielle. On nous annonce un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen depuis environ les européennes. Vous avez, à la suite aux élections départementales et régionales, vous avez fait une charge assez violente contre Marine Le Pen sur BFM TV. Non, pas violente. Pas violente. En tout cas, vous n'avez pas ménagé vos critiques, celles que vous aviez soutenues au second tour de 2017. Ce que j'ai dit, c'est pas une charge violente. J'ai simplement dit, comme d'autres, comme Éric Zemmour, comme d'autres, qu'il n'y avait pas de candidat de droit divin permanent. C'est tout ce que j'ai dit. Et je peux le dire parce que je suis le seul à l'avoir soutenu officiellement dans la loyauté la plus totale. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Quand vous êtes le seul candidat à l'élection présidentielle à l'avoir soutenu en 2017. Oui, et personnalité politique. M. Poisson ne l'a pas soutenu, M. Aubert ne l'a pas soutenu, M. Ciotti ne l'a pas soutenu. Personne. Je me suis retrouvé, même M. De Villiers. Je crois que Jean-Frédéric Poisson avait dit tout sauf Macron. En tout oui, cas, mais ce n'est pas la même chose. Excusez-moi. Le seul qui a été au front, c'est moi. Le seul qui a subi la lalie de tous les médias, c'est moi. Et donc j'ai le droit de dire, parce que justement je l'ai soutenue, que je crois que je serai meilleur qu'elle. Voilà. C'est prétentieux peut-être, mais je le pense. Et je pense que l'enjeu, c'est pas d'être meilleur qu'elle d'ailleurs, parce que ça, personne ne peut savoir à l'avenir. En revanche, c'est la capacité de gagner. Je sais, et tout le monde le sait en France, vous allez descendre dans la rue, que s'il y a Le Pen, Macron, Macron gagne. Est-ce qu'on est suffisamment fou pour faire réélire Macron? Les sondages vous mettent à 7 et ils mettent Marine Le Pen. Non, je parle du second tour. Ouais. Je parle du second tour. Il faut y arriver au second tour. Bien sûr, et vous avez raison. Mais ce n'est pas les sondages qui vont décider qui y arrive. Ce sont les Français. Et je dis aux Français une chose simple. On n'a pas le droit de faire réélire Macron. Et j'ai proposé un moyen pour départager. Je ne dis pas, moi, je suis le meilleur, etc. Je dis, et j'ai dit à Marine Le Pen, je dis à Éric Zemmour, faisons une primaire au mois de novembre, décembre. Et notre électorat, les électeurs de Boulevard Voltaire, les électeurs des Républicains qui ont voté Le Pen au second tour, les électeurs de Debout la France. Boulevard Voltaire, ce sont des lecteurs, ce sont aussi des électeurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui nous écoutent, mais ceux d'autres, ceux qui regardent CNews, ceux qui regardent autre chose, les lecteurs du Figaro, bref, des millions de Français qui ont voté Marine Le Pen au second tour ont peut-être le droit de dire on veut recommencer avec Marine Le Pen, on veut essayer avec Dupont-Aignan, on veut essayer avec Zemmour, on veut essayer avec Retailleau. Pourquoi ils n'auraient pas le choix? Au nom de quoi un parti qui a échoué au régional devrait dire circuler, il n'y a rien à voir, on recommence contre Macron? Ce duel Macron-Le Pen est la mort du pays. Je persiste et je signe. Et je ne dis pas je suis le meilleur, prenez-moi, je dis il y a un juge de paix. C'est une primaire ouverte avec les électeurs. S'ils choisissent Le Pen, je m'incline. Je l'ai déjà fait. S'ils choisissent Zemmour, je m'incline. S'ils choisissent Retailleau, je m'incline. Si on me choisit, j'espère que mes compétiteurs s'inclineront. Voilà. C'est quand même pas compliqué. En proposant cette primaire, Nicolas Dupont-Aignan... C'est ce qui se passe aux États-Unis et c'est comme ça que Trump a gagné. Hein. Oui, mais après, il y a eu le précédent des Amoureux de la France, ce mouvement que vous aviez lancé avec d'autres et qui finalement n'a pas fait long feu en réalité. Dommage. Est-ce que cette droite hors les murs, cette droite des petits candidats... mais il n'y a pas de petits candidats, il n'y a pas de petits Français, il n'y a pas de petits citoyens. Cette droite de candidats faisant des résultats modestes, en tout cas... pour l'instant, mais vous n'en savez rien demain. Est-ce qu'elle peut s'unir et est-ce qu'elle peut fournir un seul candidat, vous y croyez? Mais bien sûr, s'il y a une primaire, un juge de paix. Quel est le juge de paix? Ça ne peut être que les électeurs. Regardez l'affaire OLR, là, ils sont dans une espèce de mélasse incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas anticipé. Moi, je crois que la primaire, contrairement à ce qu'on dit, est la bonne solution. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est la pire des solutions, mais il n'y en a pas d'autre. En tout cas, tant qu'aucun chef naturel se dégage, a priori. Mais oui, mais pourquoi il se dégagerait? Puisque qui domine? Des oligarques qui tiennent des médias, qui nous expliquent qu'il faut piquer tout le monde, qu'avec le réchauffement climatique, tout va tomber à la renverse, qu'on ne parle jamais d'immigration, on ne parle jamais de sécurité, on ne parle jamais des problèmes des Français. Le prix du gaz augmente, on nous met des éoliennes partout, enfin c'est n'importe quoi ce qui se passe dans notre pays. Mais il n'y a plus de liberté de penser dans les médias français, à l'exception de quelques îlots. Bon. Donc, comment on peut faire? Personne ne peut se dégager, puisque se dégagera toujours ceux de la pensée unique. Donc, la seule solution pour prendre à revers le système médiatico-politique, c'est de faire confiance aux citoyens, d'ouvrir des bureaux de vote et que les gens choisissent si c'est Le Pen, Dupont-Aignan, Zemmour, ou Retailleau, ou je ne sais pas, Aubert, s'il veut participer.
Dernière question à propos des oligarques et des médias. CNews a été un créneau magnifique pour Éric Zemmour, puisque tous les soirs, ils parlent aux Français dans leur salon, chez eux, par la télévision. Éric Zemmour ne fait plus trop mystère de sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle, elle n'est pas encore annoncée officiellement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, au fond de vous, de cette candidature d'Éric Zemmour, du journaliste qui veut devenir politique? Très bien. Je veux dire que moi, je suis pour la liberté. Je suis pour qu'il y ait des débats. Je ne vais pas demander le pluralisme et refuser le pluralisme à l'égard de quelqu'un que j'aime bien et que j'écoute. Pour autant, je dis très clairement à tout le monde, s'il y a Zemmour, Dupont-Aignan, Le Pen sur la ligne de départ, il va y avoir un problème. Donc je réitère auprès d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen mon idée de primaire ouverte qui permettra d'avoir d'abord de vrais débats suffisamment longtemps à l'avance, de manière à sélectionner celui qui serait le meilleur, et puis après qui partent en campagne. Je sais qu'a priori, c'est peine perdue, mais dans la vie, il faut toujours être persévérant. Et puis si Marine Le Pen ne le veut pas, on ira au premier tour, et au premier tour, les Français choisiront. Et je suis convaincu que les Français feront la part des choses très vite.